J'ai entendu vide de com. Tac. Allez, j'ai lancé Allô? l'enregistrement. Bah, Sarah, je te laisse démarrer. Alors, merci à toutes et à tous d'être avec nous pour ce moment d'échange co-organisé par l'université Sultan Moulay Slimane et l'université Qadi Ayed et bien sûr le réseau IA4Sup. Donc j'assure l'animation de la France, même le public est principalement marocain, mais j'ai vu les connectés, là il y en a de partout. Christophe m'a dit il y en a du Québec, de la Belgique, de la France, du Maroc, il y a de la Tunisie. De la Bienvenue. Suisse. Il y a la Suisse, Ouais. bien sûr. Oui. Bienvenue tout le monde. Donc, avant toute chose, et pour le confort de tous, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, et de poser vos questions dans l'espace discussion. Voilà, comme ça, on peut avancer tranquillement. Alors, je dois dire que ça faisait un moment, en fait, qu'on n'avait pas eu de causerie, hein. On t'entend plus. Sarah, on t'entend plus. Ouais, c'est Christophe qui m'a mis en mode mute. Voilà, vous m'entendez là? Ah non. Oui, parfait. Là, on l'entend. Donc, je disais que ça faisait un moment, on n'avait pas eu de causerie entre Marcel et Christophe Battier, donc et ça nous manquait. Du coup, du moins devant les caméras, hein, parce que les causeries, moi j'ai vu des causeries, hein, que ce soit chez Marcel ou chez moi. Donc, d'où l'idée de ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Je vais commencer par Marcel Lebrun. Marcel Lebrun, technopédagogue belge, docteur en sciences physiques, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain. Il a occupé le poste de président de l'Association internationale de pédagogie universitaire, l'AIPU. Ses recherches ont porté sur l'hybridation dans les dispositifs de formation dans les classes inversées. Marcel est le concepteur aussi du modèle IMAIP, information et ressources, facteurs de motivation, activation d'apprentissage, interaction, production. On va parler de ça aujourd'hui aussi. Sinon, voilà, donc la présentation de Marcel, vraiment j'ai résumé, hein, parce que j'invite Christophe à partager la fiche Wikipédia en discussion et le blog aussi de Marcel Lebrun. Je présente Christophe Battier. Pareil, c'est un technopédagogue de l'Université Lyon 1, animateur du réseau IA4Sup, avec plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'innovation numérique dans l'enseignement supérieur. Il s'intéresse depuis longtemps aux impacts du numérique dans l'éducation. Voilà. Bon, à vous, messieurs. Je donne la parole à Marcel. Merci Sarah. Ah, c'est à Marcel de parler. Alors, Marcel, je t'invite à partager ton écran parce qu'on a quand même bossé, hein, même si on ne fait pas des causeries on a comme on faisait préparé dans le temps. Petites choses, là, oui, oui. Ouais, on échange souvent avec Marcel. Le sujet un peu. Donc, Ouais. partager. Alors, partager une fenêtre. Je crois que c'est celle-là. Oui. Est-ce que ça va? C'est bon. Très bien. Alors, oui, Christophe et Sarah, vous intervenez, hein? Okay. Oui, bien sûr. Bon, alors, c'est vrai qu'avec Christophe, bon, on a continué à avoir des contacts, mais j'ai pris en 2018 ma retraite, donc je suis maintenant, comme on dit, émérite de l'Université de Louvain. Et donc, progressivement, malgré tout, ben, je me suis un peu, si on veut, retiré des affaires académiques, bon, tout en restant un auditeur vigilant des derniers, je vais dire, rebonds, des dernières recherches, etc. Et donc, j'ai été séduit par cette demande de Christophe de parler un peu d'hybridation, hein, qui est un mot qui est devenu quand même très, très large, et de l'intelligence artificielle. Alors, la première chose que je lui ai dit, et
pas mal de personnes dans l'audience me connaissent, moi j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire qu'on appelait à l'époque simplement les ordinateurs, et puis les CD-ROM, et puis il y a eu le numérique, le e-learning, etc. C'est déjà une longue histoire. Alors pour ceux qui me connaissent, j'ai presque envie de dire, Marcel, je oui, t'ai arrêté. Ton partage a sauté. Je ne sais pas pourquoi on n'a plus le partage. oh là là, on Sinon, va je le le mets. refaire. On va le refaire. Alors, fenêtre. J'en profite pour dire bonjour à monsieur Jean-Pierre Berthet que j'ai vu passer dans la liste. Salut Jean-Pierre. Bonjour, bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, chers amis. Désolé de mon petit retard, mais voilà, je ne voulais absolument pas manquer une causerie entre Christophe et Marcel. C'est un événement rare et qui doit être souligné, mes amis. Alors, est-ce que vous avez de nouveau mon écran? Moi non. J'entends de la musique. Hop. Alors, partager, écran. Là, on l'a. J'ai mon écran. Tu as mon écran? Ouais. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Bon, vous m'arrêtez, on est toujours à la merci d'une petite... Donc, voilà, je voulais dire que je vais sans doute redire des choses que j'ai déjà dites. J'avais un prof qui avait l'habitude de dire que, vous savez, dans la vie, si on a eu 2 ou 3 idées, c'est déjà pas mal. Et donc, je vais peut-être les reprendre parce que, sincèrement, pour moi, je trouve que toute cette histoire de numérique et même d'intelligence artificielle, c'est déjà une longue histoire entre, vous savez, tous les espoirs insensés, la machine à apprendre, les étudiants qui vont apprendre facilement. Thomas Edison disait déjà la même chose du cinéma en 1922. D'autres disaient oui, mais faites quand même attention. Je les ai appelés très gentiment les grognons, hein, mais c'est très gentil, je les adore, parce que finalement, ils nous ramènent, oui, d'accord, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des conditions et comment vous avez fait pour avoir tel effet, etc. Donc, qui finalement nuance le propos. Alors, il y a eu pas mal de recherches. Moi, j'ai pris des vieux bazars, hein, là, mais les vraies recherches que j'ai vues, où on a essayé de contrôler un peu les différents effets, les différents ingrédients, par rapport à la technologie et au numérique, le résultat a toujours été, la petite phrase, la centrale, disant qu'il y a des évidences que les technologies de l'information, et l'IA est une technologie de l'information, peuvent augmenter l'apprentissage, quand la pédagogie est de bonne qualité et qu'il y a finalement une bonne cohérence entre vos objectifs, les méthodes mises en place, l'évaluation et les outils. La cohérence, ça reste central. Alors me dire, oui, voilà, nous, dans notre faculté, on utilise l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, oui, d'accord, mais encore, comment vous faites, que font les enseignants et surtout peut-être, que font des apprenants. Parce que si on ne fait pas ça... Oui. Je voulais faire, je t'interromps déjà. Oui. Sûr que ça fait longtemps que les technologies, on a cette discussion sur les technologies dans l'éducation. Il y a un petit focus aussi. Ça fait longtemps que l'IA est dans l'éducation. Alors, ce n'est pas forcément l'IA générative. Hein. Depuis les années 50, il y a plein de choses qui se passent. Enfin, plein. Il y avait des tentatives de l'IA d'arriver dans le monde de l'éducation. Mais je vous renverrai, je vais le mettre dans la discussion en lien sur une conférence que François Bocquet avait fait en 2022 avant l'arrivée de ChatGPT, où il avait construit tout un mind mapping des IA utilisées dans l'éducation, alors soit dans les moteurs de recherche, soit dans l'aide pour la notation. Enfin, il y avait déjà tout un panel d'IA qui était déjà présent dans le monde de l'éducation avant l'arrivée des IA génératives. Mais le focus aujourd'hui, ça va être aussi le mot à la mode, le mot fourre-tout, l'IA générative, l'impact. Donc, ça fait longtemps qu'on a ça, les IA, autour du monde de l'éducation. Allez, je te laisse continuer sur ta lancée. Oui. Et donc, encore une fois, technologie de l'information, IA, bon,
Christophe, oui, ça a peut-être démarré dans les années 50, mais je demande quand même à voir, parce que j'étais un des premiers à utiliser un de ces langages qui était quand même dans les prémices de l'intelligence artificielle, qui était le langage Lisp, si certains connaissent, et j'avais déjà bricolé à l'époque, je me souviens, des trucs qui semblaient intelligents quelque part, parce qu'il était capable de me calculer les dérivés en mode, je vais dire, algébrique, de n'importe quelle fonction. Donc oui, ça existait, mais peut-être pas, ça n'avait en tout cas pas envahi l'école. L'école au sens de ce que le CD-ROM a fait, les plateformes. Et j'insiste sur ces conditions d'usage. Pour moi, c'est la seule chose dont j'ai envie de discuter. L'IA, c'est très bien. C'est si on ne s'intéresse pas aux conditions d'usage, c'est-à-dire aux dispositifs pédagogiques que l'enseignant va mettre autour des apprenants qui utilisent, et lui aussi évidemment, des outils, mais alors vous allez tomber dans la fossilisation des pratiques. Ça, c'est un dessin qui voyage avec moi, je crois, depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on risque de refaire la même chose qu'avant, autrement dit, une certaine forme de magistral énonciatif avec les nouveaux outils, alors qu'il y aurait là une véritable occasion de revoir la pédagogie. Mais ce que je dis, c'est que cette occasion, nous l'avons déjà eue avec le CD-ROM, avec le web, avec les plateformes et tout, et malheureusement, j'ai vu surtout de la fossilisation des pratiques, c'est-à-dire refaire avec les nouveaux outils la même chose. Et ça, c'est mon dessin qui résume le tout, finalement. Les technologies, que ce soit les LMS, les MOOC, les réseaux sociaux, l'IA, peuvent, et j'ai mis ce mot en rouge, c'est un potentiel, contribuer au développement pédagogique, mais pour que la technologie contribue à la pédagogie, ça a l'air bizarre, mais il faut d'abord que la technologie change pour accueillir justement les bienfaits de cette technologie. Et donc, il y a à la fois un potentiel, mais aussi une nécessité d'aller revoir en fait les pédagogies. Et tout ça entre les promesses qui sont là, et j'y crois, ces promesses, et les conditions, les nécessités. Alors, la société numérique est là. Moi, je pense qu'on doit s'interroger, je l'ai dit dès le début, c'est l'idée de cohérence. Que vous utilisiez l'IA, des bibliothèques et plein de choses, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons pour les étudiants d'aujourd'hui? Parce que l'IA, ce n'est pas une affaire pour demain, c'est une affaire d'aujourd'hui. Et quand j'interroge un tout petit peu quels sont les objectifs, c'est justement l'adaptation au changement. Harari, dans son truc 21 leçons pour le 21e siècle, il y a une des leçons spécifiquement sur l'éducation. Et il nous dit, comme beaucoup d'autres, je sais, la capacité la plus importante sera celle d'affronter le changement, d'apprendre des choses nouvelles, c'est le fameux apprendre à apprendre des pédagogues, et de préserver, son équilibre mental dans des situations peu familières. Donc là, on retrouve finalement des éléments avec des théories. Christophe, on en a parlé longuement des recherches de Siemens et Downs sur le connectivisme. Évidemment, les pédagogues, encore une fois, ont beaucoup rigolé en disant « mais ça, c'est pas une théorie », etc., etc. Pour moi, peu importe, du moment que ça me fait réfléchir et ça me fait apprendre. Mais en tout cas, ce connectivisme, il nous dit, c'est plus tellement les bulles de savoir qui sont importantes, c'est notre connaissance des liens, c'est-à-dire, je ne sais plus exactement ce dont vous me parlez, mais je suis capable, dans mon arsenal de liens, dans les outils dont je dispose, de retrouver ces connaissances. Et donc, les liens qui nous permettent d'apprendre sont plus importants que l'état actuel de notre connaissance, avec évidemment plein de corollaires dont on parle beaucoup. La capacité d'établir des distinctions entre l'information importante et sans importance devient vitale.
Alors, il y a plein de personnes à qui on parlait même de société apprenante, c'est-à-dire que nos futurs étudiants, ils vont à l'école maintenant, oui, c'est très bien, ils vont sans doute apprendre beaucoup de choses, mais ils vont surtout vivre dans une société apprenante, c'est-à-dire une société qui facilite les apprentissages individuels et collectifs pour que les savoirs et les expériences des uns permettent à d'autres d'apprendre et d'innover plus facilement. Et donc ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et l'école, moi je suis un peu désolé de cela, mais l'école est toujours en train de fonctionner comme au XVe siècle, où finalement, pas partout, pas dans toutes les facultés, mais où la tradition orale de transmission prévaut sur tous les outils dont on peut parler. Alors évidemment, il y a des grosses évolutions grâce à la pédagogie universitaire qui est quand même là pour dire, vous savez, c'est Michel Serres qui disait déjà ça il y a 20 ans, mais qu'est-ce que vous voulez encore transmettre? Tout est transmis. Et donc finalement, ce qui vous reste à faire à l'école, j'emploie ce mot-là, du fondamental ou secondaire ou supérieur, c'est arriver à développer toutes ces compétences autour du savoir, l'intelligence émotionnelle, la créativité, la pensée critique, le jugement éthique, les compétences relationnelles, et toutes ces choses-là vont devoir être développées, sinon nous allons créer une société non pas à 2 vitesses, mais à 5, 6, 7 vitesses, je ne sais pas, avec ceux qui sauront. Et ces compétences, moi j'ai toujours bien aimé résumer, je fais comme l'IA en fait, je fais des synthèses, une compétence qu'on regarde tous les pédagogues, Le Botters, De Kettel, Pernoud, Tardif, ils nous disent que c'est des capacités, un mot compliqué, mais ça veut dire des savoir-faire, des savoirs agir, qui s'appliquent sur des contenus, et là l'IA, c'est le contenu à l'exponentielle, dans des contextes donnés, c'est-à-dire dans des, on a appelé ça des situations problèmes, des éléments qui donnent du sens au savoir. Et donc voilà, principe de variété, de cohérence dont j'ai parlé, je parle déjà de ce dessin depuis longtemps. Si on me parle des outils, quelqu'un me dit « Ah, vous savez, j'utilise tel logiciel dans ma classe. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez que vos apprenants soient capables de faire, quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme méthode, méta-odos, le cheminement pour y arriver? Et comment vous allez évaluer, c'est-à-dire savoir si vos apprenants ont atteint ces objectifs ou pas. Et qu'il y ait dans ce dessin, au lieu du mot là, un peu passe-partout, outils, vous mettez IA, vous mettez CD-ROM, vous mettez dispositif hybride, vous mettez tout ce que vous voulez, je poserai toujours la même question, les objectifs, les méthodes, comment vous allez y aller. Et ça, pour vous dire les choses, parce qu'on va y arriver, il y a, vous voyez, 25 ans d'ici, j'avais écrit déjà des bouquins, et j'avais dit, pour que les technologies, en général, l'IA, les ressources, peu importe, apportent des effets à l'apprentissage, il y a 8 conditions, déjà dans les recherches en 90, là, la classe en bloc, l'amphi, qui tient en une boule, quoi, devient des petits groupes. Il y a des étudiants qui travaillent. Le prof, il ne fait plus la leçon, mais il est plutôt là pour faciliter, construire le dispositif. Il s'adresse à toutes sortes de compétences, à des étudiants différents. On va travailler sur les facteurs de motivation. Au lieu d'avoir des examens, on va travailler sur base de production, des progrès de l'élève. Au lieu d'avoir des structures compétitives, ça veut dire je réussis si toi tu ne réussis pas,
on va rentrer dans des structures différentes, coopératives. Et au lieu d'avoir tous nos étudiants qui, on l'espère, apprennent tous la même chose, ce qui est vraiment une bêtise, on va travailler sur des différenciations. Et j'avais dit, vous avez là 8 piliers, qu'on ne vienne pas me dire, oui, enfin, il a parlé de ces trucs, on ne sait pas, et qu'est-ce que ça vient faire pour les enseignants? Ben voilà, vous avez les clés. Vous avez des clés là. Au lieu de faire des examens, pensez en termes de production. Au lieu de travailler avec votre amphi là, de 250 étudiants, ben, travaillez plutôt avec des groupes qui travaillent sur des tâches différentes. Travailler l'engagement des étudiants, différencier vos moyens, etc. Donc moi, je vais rester ici peut-être pour cette première approche. Ouais, moi j'ai des points à revoir. Eh bien, on y va, Christophe. On lance J'ai le des débat. points à revoir, monsieur Marcel. Je vous ai mis tout ça dans la discussion, la conférence que Marcel a parlé, une conférence assez sympa. Je vous invite à. J'ai vu qu'il y avait pas mal de doctorants là qui s'étaient raccrochés à la conférence. Qu'est-ce que les technologies ont apporté à l'humanité de l'écriture? Alors, il y a 4 ou 5 milliers d'années. Qu'est-ce que l'imprimerie a apporté à l'humanité d'un point de vue artistique, économique, pédagogique? Et qu'est-ce que les nouvelles technologies nous ont apporté en sachant que la première révolution numérique, enfin, importante au niveau de l'information, c'était l'arrivée du web autour des années 2000. Et il en parle, Michel Serres, dans cette conférence-là. Il dit, en conclusion, on se sert de machins comme ça, donc des smartphones, pour accéder à des savoirs, et on fait une dévolution cognitive, c'est-à-dire que on observe que les gens, les étudiants n'arrivent plus à mémoriser dans leur petite tête. En même temps, on leur demande tellement de choses, c'est compliqué à tout mémoriser. Le savoir a tellement augmenté et tellement considérable que c'est impossible à la taille humaine de tout mémoriser. Et donc, on fait une dévolution cognitive. On a fait une dévolution cognitive sur le smartphone au niveau du savoir. Et c'est ce que tu disais, Marcel. On fait des liens entre les concepts pour retrouver les bonnes informations et aller les rechercher. Mais, à la fin de cette conférence, il fait une conclusion assez intéressante, moi qui m'a interpellé et que je rappelle à chaque fois, c'est que si on fait une dévolution de savoir, on est condamné à devenir intelligent. On est condamné à savoir maîtriser cette technologie, à l'appréhender, à la maîtriser, à se l'approprier. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et quand on regarde par rapport à l'IA, qui est le sujet du jour, c'est que l'IA, cette dévolution cognitive, quand on commence à regarder les usages chez les étudiants, à l'école ou un peu partout, c'est que la dévolution cognitive, elle n'est pas uniquement sur le savoir. Elle est sur la rédaction, elle est sur la créativité, sur la synthèse. Donc, si on reprend les niveaux de Bloom, les 6 niveaux, si on part de la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, synthèse et créativité, l'évaluation, et ben avec l'IA, on peut faire cette dévolution sur les 6 niveaux. Et là, ça a quand même un impact sur tous les scénarios, ce que tu viens de dire, Marcel, c'est-à-dire on est obligé de revoir ça. Ah, Jean-Pierre a levé la main. Oui, Christophe, tu parlais de la taxonomie de Bloom. J'ai eu cette discussion avec une collègue américaine il n'y a pas très très longtemps, qui disait qu'en fait, perturbe quand même la taxonomie de Bloom telle qu'on l'entendait jusqu'à présent. Alors, bon, rappelons quand même que Bloom, c'était une taxonomie sans hiérarchie au départ, mais que petit à petit, on a mis une forme de hiérarchie qui disait, on part des niveaux, on va dire, bas, la connaissance pour aller au de niveau connaissance, aller vers des niveaux élevés, jusqu'à la créativité, la création. Ma collègue américaine me faisait remarquer que avec l'IA générative, créer n'est plus un problème. Alors, on ne sait pas ce qu'on crée. Par contre, on peut créer des images, on peut créer de la musique, on peut créer des textes, etc. Et qu'en fait, l'acte de créer est devenu un acte banal. Et elle disait pour elle que, et je la rejoins assez, hein, que finalement les compétences qui vont devenir les plus hautes à avoir, ça va être les compétences qui étaient considérées de base au niveau de Bloom, c'est-à-dire c'est déjà comprendre. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas, on n'est pas capable d'avoir d'esprit critique vis-à-vis de ce que produit l'IA. On n'est pas capable de voir que l'IA, enfin l'IA générative en tout cas, par nature a des hallucinations. Et qu'on a une forme un peu inversée de Bloom, que je trouve intéressante, hein, de dire il faut avant tout renforcer ces compétences dites de base de manière très forte,
Parce qu'en fait, les compétences de haut niveau, l'IA est en train de les prendre et potentiellement les prendre mal. Et il faut savoir être critique par rapport à ça. Marcel, Christophe, ça vous parle quand je dis ça? Ouais, d'autant plus, je suis en train de chercher une référence d'une recherche qui a analysé des corpus de requêtes d'étudiants sur une IA et qui a vu que 40% des requêtes étaient au niveau, ils ont ensuite catégorisé par rapport à Bloom les requêtes et 40% des requêtes étaient au niveau de la créativité. Donc je vais vous sortir l'article, c'est Claude qui avait fait ça, l'éditeur Ouais. Anthropique, Ouais. voilà, qui avait fait ça. Mais je vous mettrai dans la discussion aussi le lien vers ce que disait ma collègue américaine. L'autre point, c'est une discussion qu'on a eue récemment avec certains doyens de nos écoles à Sciences Po, c'est qu'on avait, à l'arrivée de ChatGPT, la grande crainte, tout le monde l'a eu, de dire, oulala, ils vont plus savoir écrire, nos étudiants, parce que les machines vont écrire à leur place. En fait, on voit que les compétences maintenant qui sont les plus compliquées en termes de disparition potentielle, ce sont plutôt les compétences de lecture. Puisqu'en fait, il y a une telle facilité de pouvoir faire résumer des documents longs par l'IA, alors par productivité ou par paresse, mais est-ce que ce n'est pas les deux faces de la même pièce? Eh ben, en fait, on va demander très vite des résumés à l'IA, et moi le premier, quand je dois lire des documents très longs, mais quand on a un niveau d'expertise, on peut détecter, on peut aller plus loin. Ce qui est compliqué, c'est que ça devient quelque chose devient très naturel pour les étudiants, notamment ceux qui arrivent, post-bac, hein. Donc voilà, c'est aussi. Et puis les pratiques qui sont en train de se scléroser potentiellement, ce que disait Marcel, une des tendances de protection qu'on voit apparaître, c'est revenons aux examens sur table. Et donc la richesse qu'on avait potentiellement sur les évaluations par les outils, est-ce qu'on n'a pas un risque, par crainte des institutions, par rapport au principe de l'évaluation, de dire on revient en arrière sur un certain nombre de points et que les évaluations par petits groupes, les évaluations de processus, plus que je vous mets sur une table pour recracher du savoir et je vous note sur 20, bah, pour moi, c'est des questions qui sont assez importante en ce moment. Et c'est une tendance, hein, qui est pas, que je vois partout dans le monde, hein. C'est-à-dire que voilà, on revient à l'examen sur table, on revient à l'interrogation orale et une mise en doute des travaux de l'étudiant. Et dernier point, puis après je suis bavard, mais quand même, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas un risque avec les IA génératives d'une perte de confiance entre l'enseignant et l'étudiant? Les Alors, enseignants ayant tendance à penser que les étudiants sont des tricheurs, et il y a déjà des cas aux États-Unis, les étudiants ouais. qui se plaignent que les enseignants utilisent l'IA pour faire des cours et n'ont plus de valeur ajoutée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de confiance? Là, on est sur des cas extrêmes, hein. Là, il y a eu des publications qui comparent le tutorat avec des IA, avec des chatbots, avec les tutorats avec des profs. Et les étudiants, ils aiment bien les chatbots parce qu'ils peuvent poser des questions sans être jugés avec une IA, alors que par un prof, ils n'osent pas poser la question et dire, voilà, je vais paraître bête, je ne vais pas poser cette question, sinon je vais être mal vu par mon prof. C'est tellement bête, je n'ose pas la poser. Donc, s'ils n'ont pas cette réticence-là avec les IA, par contre, font plus confiance à la réponse du prof à la réponse de l'IA. Parce qu'il peut y avoir des biais, il peut y avoir des choses qui ne vont pas dans la réponse, qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas expérimentées, qui ne sont pas pile poil par rapport à la question de l'étudiant. Le prof, il a un savoir-faire, il a un savoir académique, donc ils font plus confiance aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va durer, mais aujourd'hui, les premières études montrent qu'ils ont plus confiance en l'IA par rapport à ça. Par contre, ils préfèrent interroger l'IA sur des trucs un peu de base, répétitifs et 24 heures sur 24. Voilà les tendances qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Bon, Il y a... moi, j'aimerais bien reprendre les propos de Jean-Pierre. Ouais. Hein. Donc, évidemment, l'intérêt
de voir les pyramides inversées, tout ça. J'ai souvent joué à jongler avec cette pyramide de Bloom. Bon, maintenant, je suis quand même pas entièrement d'accord, même si c'est le propos d'une Américaine, ce qui ne m'impressionne guère, à vrai dire. C'est ceci, me dire que l'IA est capable de créer, elle peut faire des images, du son, du texte et tout, à la limite, j'ai envie de dire, oui, mais je m'en fous complètement. Moi, je suis un enseignant et ce que je veux dans mes objectifs, on revient à la cohérence, c'est que l'étudiant soit capable de créer des réponses à tel problème dans telle situation. Et donc, l'IA sait le faire, mais tant mieux. L'étudiant peut même s'en inspirer. Les étudiants peuvent travailler en groupe à critiquer ce que justement, comment dire, l'IA a créé et tout. Mais dans ma pyramide, la création par l'étudiant reste quand même une clé de voûte de l'édifice. Il y a des personnes qui ont dit que l'IA générative, l'intelligence, si on veut, l'intelligence artificielle générative, le nom intelligence, là, il le réfutait complètement. C'est simplement un outil qui est capable de collectionner rapidement, bien sûr, des 1000 milliards d'opérations, rapidement des éléments venant de postes différents. Ça, c'est clair. Mais dire que là, il y a l'intelligence avec cet esprit critique, avec ce sens de la synthèse, je le redis, ce sont des objectifs pour mon étudiant. Et je veux qu'il soit capable de faire preuve, lui, de cette chose-là, parce que s'il n'est pas capable de le faire, ben, il deviendra quelqu'un qui restera, en grande partie en tout cas, assujetti à cette intelligence. Donc, encore une fois, c'est quand même les premiers trucs qu'on m'a expliqués. Les objectifs dans les éducations, ce n'est pas l'objectif de l'enseignement, ni de l'enseignant, ce n'est pas l'objectif de l'outil, c'est l'objectif que l'apprenant, l'étudiant sera capable de. Ça me paraît quand même clé. Et dans ce cas-là, bien que je sois d'accord à dire le truc des bas niveaux, hein, on a dit la connaissance, la compréhension, l'application, vous comprenez bien, ma bonne dame, c'est vraiment du bas niveau. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas du bas niveau, c'est les fondements qui vont permettre de construire autre chose après. Malheureusement, agir sur la compréhension, n'oubliez pas le mot compréhension, hein, comprendere, prendre les choses ensemble, ce que je savais, ce que je ne savais pas, et leur donner du sens, ça reste finalement une activité qui, pour moi, est purement humaine. J'ai joué avec des IA, ils me font des images chouettes, ils me font des belles synthèses. J'ai envie de dire la belle affaire. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je sais faire et je voudrais que mon étudiant soit capable. Alors, la partie évaluation, bon, on revient, ben oui, on revient à des évaluations sur la table. Ben, encore une fois, cohérence entre l'objectif et l'évaluation. L'étudiant sera capable de, donc je veux que mon étudiant sur une table, j'ai envie de mettre des guillemets, tout nu, sans son smartphone, soit capable de. Et là, ben oui, c'est l'examen qui peut être fait individuellement, parce qu'on a parlé sur table, mais pour moi, j'ai fait dans ma carrière de nombreuses évaluations de groupes, hein, des groupes parfois 5-6 étudiants en même temps, et il y en avait toujours un pour dire oui, mais moi j'ai la réponse et tout, et moi je disais non, non, pas toi qui réponds, toi, si vous travaillez en groupe, vous êtes dans une cellule coopérative, et le résultat de chacun va contribuer au résultat de l'ensemble. Et donc, si on reprend, je pense, les bons vieux éléments liés cohérence, objectif, évaluation, etc., ben moi, j'ai plus peur de l'IA, hein. Sincèrement. Elle est là pour moi un outil. Je l'utilise, hein, même dans mes hobbies. Maintenant, même dans Safari, on a, dans les Safari ou les navigateurs, on a un beau résumé d'IA. Je les lis avec plaisir. Je me dis, oh là là, pour trouver tout ça, il m'aurait fallu X temps. Mais ça va être passé au crible
non pas de l'intelligence artificielle, mais de notre intelligence. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a des choses. Christophe, tu parlais c'est un auteur que nous aimons tous les deux, Michel Serres. Les technologies nous obligent à devenir intelligents. Ben oui, voilà, il avait déjà tout dit. Moi, j'aimais bien, Jean-Pierre, la phrase qui était sur la bibliothèque de l'École centrale de Lyon. C'était du Michel Serres où il disait par rapport au savoir, hein, le savoir, les bases de données, les bibliothèques, toutes ces choses-là, il disait c'est important de consulter les bibliothèques. Il y a énormément de savoirs qui sont dans les bibliothèques. C'est important d'écouter vos enseignants. Ils ont beaucoup de savoir à vous raconter. Mais le plus important, c'est de savoir en sortir. Parce que si vous y restez, vous ne serez jamais capable que d'écrire des livres sur les livres. Et là, je trouvais qu'il avait super bien résumé. On peut mettre IA derrière bibliothèque et tout ce qu'on veut, hein, pour s'amuser. Et donc, c'est un peu ce qu'à moi, je crois maintenant. N'allez pas me faire dire que j'aime pas l'IA, que je trouve que non, j'adore l'IA et tout. Mais c'est mettre là derrière des pouvoirs qu'elle n'a sans doute pas, ouais. Sauf peut-être le pouvoir de nous assujettir et de nous mettre finalement à sa merci. Et surtout, ça a été dit dans un commentaire, si on y met des considérations interpersonnelles, éthiques, morales, etc. Évidemment qu'en médecine, il y a des solutions aux problèmes, mais est-ce que toutes les solutions se valent? Médicalement, peut-être, mais humainement. Donc, vous voyez, il y a quand même ce recul que j'aimerais apporter tout en disant que, ben oui, évidemment, les progrès sont énormes, etc. Il y a un autre point spécifique à l'IA. Il y a un autre point par rapport à la technologie telle qu'elle est construite elle-même, qui est pas. On parlait d'alignement pédagogique. Moi, je trouve que les objectifs de l'IA, de la façon dont les concepts derrière les IA génératives d'aujourd'hui ne sont pas alignés avec les objectifs de développement des universités. Je m'explique. Une IA, elle va copier, assimiler plein de trucs sans demander l'avis des auteurs, sans demander l'avis de tout le monde, et elle va plagier en quelque part les informations qui sont sur Internet. C'est pas aligné avec l'objectif de l'université. On est là sur créer des choses propres et assumer ce qu'on dit. Là, on va faire du gloubi-goulga, du contenu. Je caricature, hein, mais on va chercher des informations et on va les recracher sans inventer quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Sur l'intégrité des données, tu peux poser 3 fois la même question à une IA, tu n'auras jamais la même réponse. Tu vois, donc ça aussi, pour l'instant, c'est un petit souci des IA. C'est pas quelque chose de très intègre, c'est pas quelque chose de très éthique, c'est pas quelque chose de très écologique, alors qu'on défend dans nos universités à faire attention, à faire d'écologie, à faire des choses comme ça. On nous vend ça aussi comme un outil un peu d'illusion, hein, ça répond à des questions. C'est vrai qu'il y a un côté magique aux IA, mais derrière, on croit que c'est un processus cognitif alors qu'on est purement dans un processus statistique. Et il faut savoir pour une IA comment ça fonctionne. Sur ChatGPT, le modèle 4 actuel, quand il vous balance un token, c'est un bout de mot. Derrière ce token-là, il y a eu 200 milliards d'opérations pour cracher un token. C'est un délire quand même énergétique, statistique de calcul, donc on est loin des processus cognitifs, donc on n'est pas aligné. Et c'est aussi un processus personnel. Quand on a l'impression de discuter avec cette machine, on a l'impression d'avoir un coach qui est là pour m'aider, qui me donne des solutions, qui me répond à mes questions pédagogiques. Mais le coach, il est virtuel, alors que apprendre, c'est apprendre, on n'apprend jamais seul, hein, on apprend avec les autres. C'est qui a dit ça déjà, je ne me rappelle plus, mais bon, bref. Et là, l'IA peut isoler les apprenants, peut isoler les étudiants parce qu'on a l'impression d'avoir cette discussion-là et on ne va pas co-construire avec les autres, on construit avec une machine. Donc ça aussi a des autres problèmes. Et j'ai vu passer dans les discussions des choses sur la motivation.
des élèves, des étudiants en disant maintenant ils ont l'habitude, ils ont un clic, ça une réponse, donc ils ne vont pas chercher à faire les efforts, travailler sur l'effort, travailler sur le plaisir d'apprendre, travailler sur le plaisir de découvrir. Hein. Il y a des machines qui vont. Et c'est vrai que alors moi j'ai appris dans des bouquins, de découvrir des bouquins, ouvrir des bouquins, j'ai appris comme ça, mais parcourir des sites web, trouver des billets de blog, j'apprends aussi comme ça, donc c'est une autre façon d'apprendre. Ma motivation, quel que soit le support, elle est toujours là. Mais pour les étudiants qui rentrent dans des processus d'apprentissage, ils voient bien que le monde change, ils voient bien que les boulots de demain, bah, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui. Pourquoi je vais apprendre un boulot parce que dans 2 ans ou 3 ans, il va disparaître? Pourquoi je vais donner des compétences alors que j'ai des machines qui me les donnent? Donc, le plaisir de l'effort, le plaisir d'apprendre, ça va faire partie des choses aussi où il faudra mettre un plus par rapport à ce qu'on faisait auparavant, il me semble. Alors, j'ai effectivement vu pas mal de choses, et je comprends, hein, où les enseignants disaient oui, mais on se rend compte quand même que les étudiants sont de moins en moins enclins à faire des efforts, à être motivés, à trouver que le fait d'apprendre, en moi, vous savez, apprendre, c'est vraiment quelque chose de très jouissif, et mes étudiants, ils n'ont pas l'air de penser ça. Alors, je reviendrai peut-être sur un point dont on n'a pas parlé. Évidemment, on peut parler de la motivation. Hein. Il y a des écrits là-dessus. Il y a 101 théories de la motivation selon Fabien Fenouillet. Et sans doute plus maintenant. On parle toujours du sentiment de compétence, de l'estime de soi, de la contrôlabilité. Hein. Regarde, ça c'est moi qui l'ai fait quelque part. Ce dont on parle moins, c'est très bizarre parce que notre cerveau, il est peut-être aussi à faire des larges coupes, c'est que dans la plupart des théories de la motivation, ça démarre toujours une perception du contexte. Une perception du contexte. Alors pour l'étudiant, ben, c'est la perception du contexte. Lui, il voulait devenir médecin, physicien, auteur à succès, que sais-je. On le met dans un amphi avec 450 autres étudiants, il doit écouter. Bon. Cette perception du contexte, pour moi, elle est centrale. Et c'est une forme, tu as employé le mot, Christophe, d'évolution. D'évolution, ça veut dire cette compétence qui était à moi l'enseignant qui enseignait, je vais demander à l'apprenant d'être enseignant à son tour pour les autres. Vous entendez derrière la société apprenante et toutes ces choses-là. C'est ça la dévolution. Eh bien, moi, il me semble qu'un des éléments pour faire fonctionner finalement cet apprentissage, éviter les étudiants qui ont l'air complètement aigris, pas satisfaits, etc., c'est de travailler le contexte. Alors de nouveau, on a une demi-heure, on a 1 heure, je dois aller avec des grands couteaux, des haches, etc. Mais j'ai toujours été frappé comme ceci. Tu l'as dit, Sarah, Christophe le sait aussi, je suis physicien. Mais un physicien d'une espèce un peu particulière. Moi, ce qui m'intéressait dans les sciences, c'était la manière dont elles ont été construites. Je lisais des livres, j'en ai plein mes bibliothèques, sur Einstein, sur Fleming, la découverte de la pénicilline, sur Marie Curie, etc. Et je me disais, mon Dieu, mais ces gens, comment ont-ils fait pour comprendre tout ça, de poser les bonnes questions au réel? Je suis arrivé dans des amphis où on m'a présenté la science comme une voie royale. Voici la loi de Newton, voici des applications, voici ce qu'on peut en faire. Voici l'équation de Schrödinger. Non, je ne vous dirai pas qui est Schrödinger, l'équation de Schrödinger. Les lois de, etc. On ne m'a jamais parlé des humains et de l'humanité et des problèmes que ces gens-là essayaient de résoudre. On m'a donné des voies reconstruites, des voies du savoir toutes tracées, bien droites, des voies royales. Je me demande si l'idée de contextualisation, ce n'est pas justement de ramener tous ces contextes dans l'enseignement, ce qui est compliqué, messieurs, dames, parce que l'enseignant,
enseignant-chercheur en France est quelqu'un qui a été habitué à décontextualiser, à retirer les cas particuliers, les anecdotes, etc., pour essayer de trouver des modèles, des lois, des principes, etc. Et c'est ça qui est enseigné. Et c'est ça que généralement les gens appellent le savoir avec un grand S. Et moi, je me demande si ces ressources périphériques, ces ressources externes, appelez-les IA, Internet, comme vous voulez, elles ne vont pas servir justement, imaginez un travail de groupe où les étudiants partent chacun de leur côté chercher des choses. Et puis ils reviennent. Ils doivent eux-mêmes refaire la synthèse de tous ces apports, de toute cette contextualisation. Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a une clé de motivation? J'ai démotivé mes élèves en leur donnant des voies royales du savoir, le savoir qui avait été coulé dans le bronze des livres. Je me demande si ces intelligences artificielles, où on peut aller chercher des choses justes, des choses pas justes, oh là là, des choses pas justes. Mais justement, une propriété de l'humain, c'est de les détecter, bon Dieu. Comment voulez-vous qu'ils détectent le pas juste s'ils n'y sont pas confrontés? Et donc, je pense que ces éléments de contextualisation, ramener les contextes dans l'enseignement, n'est pas finalement une des voies, avec les compétences, le contrôle, l'autonomie et toutes ces choses-là, utiles pour revoir justement des dispositifs pédagogiques qui retireraient le maximum de l'intelligence artificielle en augmentant l'apprentissage de nos étudiants. Qu'en pensez-vous? Alors, et il y a beaucoup de lectures dans la discussion, là. Il y a pas mal de sujets que tu as ouverts. Ah oui. Ouais. On était parti sur l'hybridation, Monsieur Marcel, il me semble, au démarrage quand même de la présentation. Est-ce qu'on continue sur l'hybridation ou on fait la petite pause là? Je reprends 2, 3 questions. On peut faire une petite pause sur l'hybridation. Pour moi, l'hybridation, il y en a beaucoup qui ont parlé, moi aussi, du mélange de la distance et de la présence et toutes sortes de choses. Et on a écrit des tas de papiers là-dessus. Ça reste juste, il n'y a pas de problème. Mais je pense que l'hybridation, c'est peut-être non pas faut-il que les étudiants créent d'abord et aillent chercher les savoirs ensuite ou donner les savoirs tout de suite pour qu'ils soient capables de créer. Pour moi, l'hybridation, c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas le traditionnel contre les méthodes actives. L'hybridation, c'est essayer de trouver les meilleures synthèses, les meilleurs moments, réinscrire dans l'espace-temps des activités, des méthodes, comme on dit, j'emploie souvent ce mot, des dispositifs pédagogiques qui sont hybrides, non pas seulement pour l'espace et le temps, présence, distance, synchrone, asynchrone et toutes ces choses-là, mais également sur hybridation des temps d'enseignement, des temps de synthèse, des temps de restructuration et des temps d'apprentissage, de découverte, de recherche personnelle et de mise en partage, etc. etc. Et Christophe, vous le savez, hein, il y a eu des recherches européennes où Christophe et moi, on a eu la chance de participer, par exemple iSup. Et dans les recherches iSup, peut-être je peux Alors, on n'a plus ton partager. écran, on n'a plus Oh, mais le partage attends, il d'écran. arrive. Non, d'accord. Voilà. Écran. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez mon écran? Ouais, c'est bon. Oui. Ouais, ça, je dois peut-être passer. Attendez, je reviens un peu en arrière parce que c'est pas ça du tout. Oui, donc la recherche iSup, la voici. Ouais. C'est un peu compliqué d'expliquer ça en 2 minutes, hein, mais elle a étudié, elle a analysé des propos d'étudiants et d'enseignants. Ça, c'est déjà pas mal d'écouter les deux sons les deux sons de cloche, les différents propos. Et
ils ont interrogé, nous avons interrogé sur les dispositifs, quelle était la participation active en présence, la participation active à distance, quel type d'outils, est-ce que les étudiants avaient des libertés dans la façon de faire, est-ce qu'il y avait un accompagnement par les étudiants eux-mêmes, est-ce qu'il y avait des outils synchrones comme ceux qu'on utilise là maintenant, est-ce qu'il y avait de ressources sous forme multimédia, Internet, etc. Et grâce à toutes ces questions qu'on va appeler des composantes, ils ont pu mettre en évidence différents types de dispositifs. Alors, vous voyez, autour, il y a les 14 composantes d'un dispositif pédagogique. Le numéro 1, vous voyez là ces points qui sont tout racrapotés au centre. Ben, c'est ce que j'ai appelé le minimum syndical. Autrement dit, c'est un cours magistral. C'est bien, hein, on transmet les infos, c'est utile et tout, mais il n'y a pas vraiment d'usage des outils, de la présence, de la distance. Il y a des cours. Le numéro 2, on voit qu'il y a une petite pique là, on utilise davantage de multimédia. Et le numéro 6, on fait tout. Il y a de la participation, les étudiants travaillent en autonomie, de temps en temps ils ont des groupes, il y a des objectifs méthodologiques, il y a des objectifs relationnels, il y a des ressources sous forme multimédia, sous forme Internet et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons évidemment par rapport à ces dispositifs tels que les enseignants nous les décrivaient, nous avons interrogé les étudiants sur leur apprentissage. Alors voilà, je présente ici le résultat, vous irez voir la recherche iSup si vous voulez. Mais vous voyez le type 1, celui que j'ai appelé en rigolant un petit peu le minimum, là le type 2, ben, c'est avec des multimédias, le type 3, il y a des ressources, le type 4, il y a des interactions, le type 6, on active toutes les composantes, et on a interrogé les étudiants sur leur motivation, les compétences qu'ils semblent avoir tirées des activités. Est-ce qu'ils étaient contents des productions? Est-ce que c'était juste les productions des réponses à des questions ou bien c'était des situations problèmes, c'était des travaux, etc. Eh bien, vous voyez, l'appréciation, évidemment, ce n'est que l'appréciation, mais si on ne peut plus faire ça, alors ben, vous faites des IRM, hein, moi je ne sais pas. Mais l'appréciation des étudiants, vous voyez que ça passe d'une fourchette là, tout à gauche, entre 20 et 40%, à des appréciations qui vont de 50 à 70. Alors vous allez me dire, oui, mais comme la plupart des gens, hein, oui, mais vous savez, ça c'est purement du déclaratif, c'est les étudiants qui ont dit ça et tout. Oui, et alors, je viens de vous parler de l'importance de la perception du contexte qui favorise les apprentissages. Eh bien, vous voyez que plus il y a des facteurs d'hybridation, c'est-à-dire des facteurs de variété, des problèmes, des études de cas, des recherches par les étudiants, des partages de groupes en amphi, etc., etc., plus vous allez mettre de qualité de composantes pédagogiques, plus les effets sur, par exemple, la motivation, le fait des étudiants de dire ben oui, on va y aller finalement, on va essayer d'apprendre des choses, on a envie d'y aller dans ce cours-là. Pensez aux classes renversées de Jean-Charles Caillé. Ben, lui, il raconte des cours, mais je vous jure, des cours de biogénétique, c'est pas toujours rigolo, et il arrive à motiver ses étudiants qui veulent en faire plus, qui ne voient pas le temps passer, et qui arrivent à la fin, vous savez quoi, à préparer des questions d'examen pour l'enseignant. Alors là, on a complètement renversé finalement les habitudes. Je ne vous dis pas que chacun d'entre vous doit aller là. Il faut aller là si on est sûr de soi, si on a déjà expérimenté un tout petit peu les méthodes actives, mais on se rend compte dans les interactions, les travaux de groupe, les recherches en autonomie, les types de production, ben, l'IA interpelle toutes ces figures qui sont finalement les figures du modèle IMAIP. Hein. Sarah, tu en as parlé très vite, mais oui. Ça, vous irez voir IMAIP dans la littérature.
C'est les informations, les ressources, quel rôle on va leur donner. M, c'est les facteurs de motivation, qu'est-ce qu'on va activer pour motiver les élèves. A, c'est central, c'est les activités. Qu'est-ce que l'apprenant va faire? Telle est ma question. Les interactions avec l'enseignant, interactions entre les étudiants, interactions en position d'évaluation, et finalement la production, on appelle souvent le chef-d'œuvre. À quoi vont-ils arriver? IMA, IP, information, motivation, activité, interaction, production. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'hybridation. Évidemment, les spécialistes diront qu'ils ont beaucoup de choses à rajouter sur ces facteurs-là, mais pour moi, c'est le principe de variété à inscrire, c'est pas faire tout et n'importe quoi, à inscrire dans le principe de cohérence dont j'ai parlé. Et alors surtout, ce que tu viens de dire là, dans la culture de l'université, il y avait quelque chose qui avait une place importante. C'était l'écriture comme un processus d'apprentissage. Tu parlais du chef-d'œuvre, le mémoire de doctorat, le mémoire de master, le doctorat est basé sur l'écriture, la co-construction sur l'écriture. Et là, on se rend compte que l'IA va vraiment impacter ça parce que l'étudiant peut faire une dévolution partielle ou totale sur cette chose-là. Et donc, ce processus d'apprentissage par l'écriture, il peut être biaisé par l'IA, il peut être bypassé par l'IA. Et donc, il y a un accompagnement. Alors, si on veut garder cette méthode d'apprentissage par l'écriture, il va falloir faire différemment que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Ça, c'est sûr. Mais comme on vient de le montrer, est-ce que c'est le seule méthode? Non. Même si elle est majoritaire encore à l'université, c'est plutôt le type 1, on reproduit par rapport à ce qu'on a proposé. Et donc là, il y a un travail pédagogique à faire pour s'adapter à l'IA qui a ce risque-là, parce que c'est un vrai risque si on reste figé sur nos pratiques, de dire sur moi, mon processus, j'ai appris comme ça, donc ils vont apprendre comme ça. Non, ça ne marchera pas. Voilà. Alors c'est intéressant, le doctorat, je saute un peu là-dessus. Il y a des questions qui passent sur le fil des conversations. Il y a Franck de la Belgique qui a posé une question. Je ne sais pas, Christophe, si tu l'as vu. Non, je n'ai pas vu. Alors, l'hybridation, est-ce adapter le contexte d'apprentissage à l'étudiant ou un potentiel pour emmener l'étudiant dans une autre forme d'apprentissage, ou potentiellement les deux? Bon, je vais quand même dire mon petit mot à Christophe sur le doctorat, parce que ça pose souvent problème. Mais je reviens, tu es là. Christophe, j'ai envie de faire une petite sortie là. Si l'étudiant en doctorat pose sa question de recherche à une IA générative et qu'elle lui répond, je lui dis change de question de recherche. Ouais, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la recherche, c'est quand même trouver des choses qui n'existent pas encore. Exactement. Non, mais là, c'est un processus d'écriture qui fait que en même temps que tu poses, tu écris, tu poses tes idées, des choses comme ça. Donc, on est dans l'université dans cette culture-là. Il faut poser les idées, il faut les rédiger pour avancer. Voilà. Et donc là, on est dans le problème, c'est qu'on peut observer une dévolution à ce niveau-là, et la progression cognitive, elle ne sera pas. Voilà. Alors, on revient à la question de Sarah. Moi, j'essaie de la comprendre, celle de Franck. Pardon, oui, adapter le contexte d'apprentissage. J'essaie parce qu'il y a pas mal de questions, donc moi, j'ai pas envie de couper la parole. Alors, mais voilà, il y a d'autres aussi. J'ai retrouvé la question de Franck. J'essaye de comprendre le Franck dans le texte. Est-ce que l'hybridation, c'est finalement s'adapter à l'étudiant, ou est-ce que c'est finalement un dispositif pour conduire l'étudiant à apprendre? Ben non, un dispositif pour s'adapter à l'étudiant, sauf si l'objectif du cours est de s'adapter à l'étudiant, je ne vois pas très bien. Non, pour moi, c'est vraiment créer un dispositif autour de l'apprenant. Vous avez l'apprenant, je construis, je scénarise un ensemble d'activités
où je me dis, si l'étudiant passe au travers de ses activités, lit les ressources, cherche ceci ou cela, eh ben, il y a beaucoup de chances qu'il développe l'apprentissage que je souhaite. Donc, je dirais plutôt 2, mais comme dans l'hybridation, on varie les différentes modalités, on peut aussi s'adapter à des styles d'apprenants différents. Bien. J'ai une deuxième question aussi de Shakib Bouknani. Alors, il dit, à l'heure où l'intelligence artificielle redéfinit les contours de l'apprentissage, faut-il encore maintenir les universités telles que nous les connaissons? C'est la question des lieux, quelque part, qui est là derrière. Moi, je pense que oui. L'école au sens général, pour moi, quand je dis l'école, ce n'est pas l'école primaire, hein, c'est l'école, l'endroit d'écolage des humains, finalement. Ben, c'est un lieu privilégié de rencontre. Il faut qu'il soit un lieu de rencontre. Si c'est juste un lieu de transmission, ben, il va disparaître. Hein. Je raconte toujours la même blague, mais déjà dans les années 85, des enseignants me posaient la question, avec toutes ces ressources qui commençaient à apparaître, est-ce que vous pensez que l'ordinateur va remplacer l'enseignant? Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer l'institution? Eh bien, moi, je disais toujours, et je redis de nouveau, si vous me posez cette question-là, il y a beaucoup de chances qu'elle disparaisse. Si vous pensez que l'institution n'est qu'un lieu de transmission, de passage du flambeau quant au savoir, etc., ben, il y a beaucoup de chances qu'elle disparaisse effectivement. Il y a déjà eu des tentatives, hein, donc c'est clair. Par contre, si c'est un lieu de rencontre, de construction des connaissances, d'exploration de nouveaux savoirs, n'oublions pas la recherche également, Bien sûr. ben là, je crois qu'elle va rester, bien sûr. Elle est là pour ça. Mais il faut qu'elle redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire non pas simplement le lieu où on transmet, on débobine des matières parce qu'il faut bien, etc., etc. Mais si ça devient un creuset finalement de construction, de compétences, d'humanité, etc., ben je pense qu'elle a encore beaucoup de chances devant elle. Bien. Merci, Marcel. D'autres questions? D'autres choses? Non, non, j'ai pas. Il y a quelqu'un qui a levé la main, il me semble. Hop, Alors, bah, c'était la question de Monsieur Bouknani. Ouais, c'était ça, la question. Ouais. Oui, c'est un lieu social. L'apprentissage est un processus social, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ce qui est la dernière remarque qu'il vient mettre. On apprend seul, mais jamais sans les autres. Qui c'est qui avait dit ça, Marcel? C'est Bandura? C'est Michel Serres, non? Non. C'est le professeur Carré. C'est Philippe Carré, oui, c'est ça. Philippe Carré, qui a dit dans un livre qui travaillait justement sur l'intelligence, on apprend toujours tout seul, autrement dit, on apprend en soi. Je ne peux pas apprendre à la place de quelqu'un, mais jamais sans les autres. Autrement dit, l'importance de l'enseignant, l'importance des autres, l'importance de l'IA, l'importance de l'institution, ben c'est ce qui met derrière les autres, c'est-à-dire mon environnement extérieur. Et donc ça reste très vrai finalement. Je crois qu'on doit réinterroger toutes ces phrases là, que l'on entend dans les textes et tout ça, parce qu'elles ont souvent du sens, même si parfois elles ont été sorties dans des contextes et tout. Ben oui, ben pour moi, c'est pas des vérités, c'est simplement des éléments qui me permettent de réfléchir, de pousser ma réflexion. Quand Serre dit les technologies nous condamnent à devenir intelligents, ben c'est parce que si nous nous assujettissons à cela et que nous ne dépassons pas cette intelligence finalement, ben nous risquons de, je ne sais pas s'il faut dire périr, disparaître, prendre une moindre place et tout et tout. N'oublions pas aussi une chose, on l'oublie souvent,
Depuis la nuit des temps, une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, les humains ont créé des outils pour se faciliter le travail, pour aller plus loin, pour rendre le labeur plus riche finalement. Autrement dit, ils nous ont chaque fois apporté une sorte de béquille cognitive. N'oublions pas que l'IA n'est pas une entité démiurge, quoi, quelque part, c'est des humains qui l'ont créée. Peut-être pour nous libérer partiellement de ce travail de mémoire et nous permettre d'aller plus loin. D'aller plus loin vers les compétences de plus haut niveau, on en a parlé, la synthèse, l'analyse, la créativité, etc., etc. Et donc ce rôle de l'outil comme finalement, c'est vraiment l'outil en tant que création sociale quelque part, qui peut intervenir dans notre évolution. Ben, on pense à l'écriture, à son rôle dans l'histoire, à l'imprimerie. Attention, hein, les rôles ont toujours été des rôles soit positifs, des remèdes finalement, soit des effets négatifs. Ça peut avoir des poisons finalement. Enfin, ça peut être des poisons. Mais finalement, ces outils-là qui ont scandé un peu l'évolution de l'humanité, quoi qu'on en dise, ben, ils nous ont toujours conduits vers un ailleurs, finalement. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de préparer le mieux possible les étudiants à cet ailleurs. Donc voilà, Jean-Pierre Berthet m'avait dit, dis Marcel, tu vas quand même pas ressortir le pharmacone de Socrate. Ben si, je viens de le ressortir parce que t'as attendu qu'il soit parti pour le dire. Socrate disait que l'écriture, ça pouvait être un remède et un poison. Un remède parce que ça allait soulager notre mémoire, déjà à cette époque-là. Un poison parce que si nous n'exerçons plus la mémoire, nous risquons de la perdre. Eh bien, mesdames, messieurs, on en est toujours là, même si vous me dites que c'est des vieilles histoires de Socrate, on ne sait même pas s'il a existé et tout. Je m'en fous complètement. Réfléchissez à cela parce que ça permet d'avoir un regard lucide sur toutes ces technologies qui nous arrivent et je les trouve fascinantes. Hein, mais bon, voilà. Et Nasser qui a posé la question. Qu'en est-il de l'autonomie de l'apprenant dans un contexte de dispositifs hybrides à l'heure de l'IA? Les scénarios, on a donné les clés pour construire un scénario. C'est l'implication, c'est la production, c'est le suivi, c'est travailler sur la motivation. Et donc, dans ces éléments clés, il faut qu'on les retrouve dans un scénario de dispositif hybride. Sinon, il va y avoir d'évolution, sous-traitage, je sais pas, l'étudiant va sous-traiter tout ça à l'IA et tu vas pas arriver, Nasser, dans ton scénario à ton objectif. Donc, le travail, il est là. Hein. L'autonomie est pourtant avéré, un élément avéré de la motivation. Or, on me dit tout le temps, mais c'est marrant, c'est dans le supérieur qu'on me dit ça. Ah, mais les étudiants ne sont pas autonomes, vous savez, et tout. Mais enfin, vous ne faites rien pour les rendre autonomes. Vous avez déjà vu des petits-enfants, vous en avez vu, 3-4 ans, mais ils chipotent à tout, ils veulent essayer et tout, et ils arrivent dans le secondaire, ils bougent presque plus, et à l'UNIF, ils bougent plus du tout, quoi. Je pense qu'il faut s'interroger là-dessus, mon Dieu. C'est très important. L'autonomie, elle est inscrite chez les humains, mais il faut l'encourager, il faut la baliser. J'ai encore dit, pas dire vous faites n'importe quoi, n'importe quand, ce sera toujours bien. Non, non. Pour moi, un dispositif pédagogique, c'est un paysage d'apprentissage balisé, avec des consignes, avec des objectifs, avec des besoins de production. Et une fois qu'on a pensé comme ça, je crois qu'on peut redévelopper l'autonomie des élèves si on leur donne ces degrés de liberté qui vont permettre d'activer leur motivation. Et j'ai montré combien la motivation pouvait être liée à la contextualisation. Donc voilà, on en a parlé, bien sûr. Bien, on a une autre question, Christophe. Attends, c'est Abdullah.
Alors, quel impact de l'IA sur les modèles d'ingénierie pédagogique? Exemple, Adi. Moi, je dirais aucun. Sur la production, ça permet de faire, côté enseignant, de produire plus des choses comme ça, mais les règles qu'on vient d'énumérer sur l'hybridation, sur la formation, sur la pédagogie, Pour la quel que soit cohérence. l'outil, voilà, c'est les mêmes, hein. Il faut bien retravailler sur l'aliment pédagogique, quelles sont les compétences que je vais développer. C'est peut-être pas forcément les mêmes que celles que vous avez l'année dernière. Moi, j'ai intégré dans mon cours, j'ai un cours en master, j'ai intégré l'IA. J'ai pas les mêmes objectifs pédagogiques, j'ai pas les mêmes demandes de production, j'ai pas les mêmes et donc demandes de qualité aussi de travail. Je sais qu'ils ont des outils pour faire mieux, donc je demande mieux à mes étudiants. Alors, ça les a un peu secoués au démarrage, mais je leur dis maintenant, l'année dernière c'était là, cette année ça sera là. Voilà, donc on fait différemment, on s'adapte, on fixe d'autres objectifs, on a quelque chose qui arrive, il faut en tenir compte. Voilà, Ouais. Monsieur Abdullah, Monsieur Abdelali, on a une autre. Merci Christophe pour ta réponse. On a une question de Abdelali Rojdi de l'université Qadir Ayed, Marrakech. Alors, Abdelali dit l'IA est là depuis peu de temps et elle séduit nos étudiants. Faut-il prévenir plutôt que guérir ou carrément encourager les étudiants à l'utiliser via des dispositifs hybrides pour apprendre? J'ai peur que si nous mettons l'IA de côté dans nos pratiques, que nous soyons dépassés par l'évolution des IA génératives. Qu'en pensez-vous? on a bien dit, c'est un outil qui peut être génial, qui est un outil intéressant. Comme toutes les évolutions technologiques, les nouvelles générations se mettent dedans parce qu'ils vont l'utiliser. Donc, il faut qu'on se les approprie pour leur apprendre à s'en servir. Mais, je répète, leur apprendre à s'en servir intelligemment et pas subir les IA. Et dans la partie d'évolution, il faut que qu'elle soit pas complète, il faut qu'elle soit partielle pour que ça les aide, mais qu'ils restent maîtres de leur processus cognitif. Et la limite, elle va être compliquée à trouver pendant un certain moment, parce que si on va trop loin, on risque de fabriquer des étudiants qui vont à sortir de l'université et s'ils n'ont pas leur machine à côté, ils ne vont pas s'en servir, arriver à faire quoi que ce soit. Et ce n'est pas le but du jeu. Il faut qu'il soit. Si je fais l'analogie avec le GPS, si vous faites une évolution totale sur la compétence cartographie, le jour où vous n'avez plus de GPS, vous ne savez pas où est le nord, vous ne savez pas s'il faut tourner à droite ou à gauche, vous ne savez pas vous orienter. C'est un peu la même problématique avec ces outils-là. C'est même plus grave avec ces outils-là parce qu'on va beaucoup plus loin dans la dévolution. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu un article récent un peu polémique sur le MIT où ils ont rédigé des étudiants avec des textes à des étudiants avec des IA et posaient des questions quelques temps après. Qu'est-ce que vous avez mis dans le texte? L'étudiant qui avait fait des copier-coller, il ne s'était pas approprié le texte, il ne s'était pas approprié les idées, le déroulé, et il ne savait pas de quoi il avait parlé. Donc voilà, ça donne aussi des pistes pour nous Oui. de travail. Et intégrer l'IA dans des dispositifs, il y a déjà eu pas mal de questions, ça ne veut pas dire que l'IA devient finalement la composante totale, maximale dans le dispositif. Il y a des moments avec IA, il y a des moments sans IA. Exemple, vous vous mettez en groupe de 5 ou 6, vous allez travailler telle question, vous pouvez aller sur les IA et tout pour balayer finalement les références, le travail, mais je veux que pour le cours prochain, attention sur la guerre, vous veniez avec trois diapositives qui résument ce que votre groupe a trouvé sur le sujet. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'IA, il y a la création des élèves. Vous voyez, donc il faut vraiment activer cette variété. Il n'est pas question de mettre ces technologies en total à la place des enseignants, à la place des apports de savoir, à la place d'outils d'interaction, etc. Ce sont des moments qui sont là. Par exemple, en Belgique, devant l'utilisation ahurie des smartphones et tout, ben, l'éducation nationale a décidé qu'en primaire, les smartphones n'étaient plus autorisés en classe. Point. On les met dans des petits casiers et c'est terminé. Sauf si l'enseignant prévoit une activité, le A du modèle IMAIP, dans lequel l'enseignant va
inviter les élèves à aller chercher des informations en espérant que ces informations seront les plus variées possibles. Et il y a un moment, on va éteindre les smartphones et l'enseignant va proposer une synthèse. Paul a dit que, Étienne a dit que, Charles, néanmoins, toi, tu as dit, etc., etc. Et à ce moment-là, on travaille le principe de variété, des moments avec, des moments sans, des moments où on utilise finalement la technologie à son plein régime, des moments où on ne l'utilise pas du tout. Et voilà, un dispositif hybride, je vous l'ai dit, ce n'est pas que de la présence et de la distance, c'est simplement le meilleur moyen de dire maintenant le travail se fait en classe, vous allez partager l'info, et avant cela, vous irez dans la nature, dans les bibliothèques, sur l'IA, chercher des infos par rapport à tel problème. Et voilà, vous faites du principe de variété, c'est-à-dire de l'hybridation, et l'IA a bien sûr sa place, et une très belle place, dans les dispositifs hybrides, par sa facilité. Moi, je suis parfois étonné dans mes hobbies de mettre quelques mots-clés, et l'IA me pond un texte, et je me dis, bon, évidemment, il n'y a pas tout à fait ce que je cherche, mais bon Dieu, pour rassembler déjà tout ça comme base, mais il m'aurait fallu une demi-journée, quoi. Et ça, c'est l'IA qui me permet d'aller plus loin. C'est l'outil qui a été créé pour dépasser mes modestes capacités. Ouais, Et donc, tu vas si plus on loin voit les choses... Oui, ouais, tu vas plus loin et ça va plus vite. Et c'est cette vitesse-là qui peut être préjudiciable au processus d'apprentissage. Et oui, effectivement, dans les questions, là, j'ai vu passer dans les retours, c'est que déjà, nous, on leur donne beaucoup d'informations. On est dans un monde où il y a énormément d'informations. Et avec l'IA, ce temps d'appropriation d'informations, il faut qu'elle soit scénarisée. Et effectivement, on va trop vite dans certains moments d'apprentissage et on va zapper, on va passer à côté de certains points importants. Et donc, ça va être difficile. Enfin, il y a un travail de réadaptation par rapport à ça pour qu'on ait ces temps, moi, je vais dire de sédimentation, oui, c'est pour ça. que le savoir, ça s'incruste dans la tête de nos étudiants. Voilà, il y a les messages, c'est énorme, j'arrive plus à lire. Sarah, est-ce que tu as fait une synthèse de tout ce qui arrive? Alors, non, en contexte de cette hybridation à l'ère de l'IA, comment peut-on évaluer autrement? Ça, Bah, c'est-à-dire pas faire Christophe, d'écrit. exactement. D'ailleurs, en parlant d'évaluation, je pense, Marcel, je t'en ai parlé, la semaine dernière à Montpellier, il y avait un atelier animé par Jeff Van de Poel sur l'évaluation. Et comment changer, adapter l'évaluation à l'ère de l'IA. C'était très, très intéressant, hein. Donc, je pense qu'il y a c'était enregistré. Je ne sais pas, Christophe, si tu étais avec moi à Montpellier. Donc, Ouais, c'était ouais, très, ce très sera. intéressant. Ouais. Donc, sinon, Marcel, tu veux répondre à cette question? Même si tu as Ben, t'as répondu, hein, répondre brièvement, donc j'ai bien parlé de la cohérence. Pour moi, j'ai du mal à parler comme ça, in abstracto, de qu'est-ce que ça va changer dans l'évaluation. Vous, enseignants, donnez-moi vos objectifs. N'oubliez pas que les objectifs, ce n'est pas les objectifs de l'enseignant, c'est les objectifs, l'étudiant sera capable de, donc en termes de capacité de l'étudiant. Il y a cette recherche de cohérence. Donc, si vous me dites, l'étudiant sera capable de me citer les 3 dates fondamentales dans la Renaissance par rapport à telle et telle. Ben alors, demandez-lui les 3 dates. C'est un exercice de mémoire. C'est important sans doute. Et voilà, c'est important d'avoir des repères, des jalons. Si vous me dites l'étudiant sera capable d'inventer un système permettant de contenir les nappes de pétrole lorsqu'un bateau sombre dans l'Atlantique ou quelque chose comme ça, ben, c'est un autre type de savoir. Et ce savoir-là, il peut être réalisé en individu, il peut être réalisé en groupe. Et l'étudiant, ben, l'examen, ce sera venir présenter sa solution
et présenter 3 points positifs de sa solution, 3 points négatifs et 3 points qui restent à améliorer. Vous avez compris qu'en fonction de l'objectif, évidemment, les modes d'évaluation vont être différents, mais je pense qu'on doit revenir vers des modes d'évaluation où l'IA n'est pas partie prenante, en tout cas. Parce qu'alors, pardon, monsieur le professeur, vous pouvez répéter la question, et alors je tapote ma question et je dis non, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut passer dans des compétences de plus haut niveau qui touchent l'esprit critique. Voilà, pour l'examen, je vous propose une série de problèmes, il y en a 35. Vous en choisissez un, vous demandez à l'IA de répondre à ce problème et vous venez à l'examen avec 3 points critiques par rapport à cette réponse. Voilà un exemple de chose qui va me permettre de montrer est-ce que l'étudiant est capable de mettre en place les différentes composantes de ce qu'on appelle l'esprit critique. Donc, je pense que l'évaluation, voyez-vous, elle est sortie de ses rails. À un moment, l'évaluation, c'était l'étudiant donne une réponse, que cette réponse soit orale ou écrite, et je vais mettre une note. Or, évaluer, c'est mettre de la valeur dans, tirer de la valeur. C'est-à-dire, voilà la solution. Moi, vous comprenez bien, je suis prof du livre, votre solution, elle ne vaut pas grand-chose, mais est-ce que vous êtes capable de me donner au moins 3 points qui montrent que cette solution, elle n'est pas tout à fait pertinente par rapport aux principes que j'ai énoncés dans mon cours? Voilà un type de question qui dépasse et de loin des éléments qui touchent à la mémorisation, qui dépasse la compréhension mais sans la nier, qui est dans l'application, mais qui touche à l'analyse, à la synthèse, à la critique, etc. Et donc, moi, je pense que je retournerai la question qui a été posée. L'IA nous invite à revoir nos modalités habituelles d'évaluation. Évaluation, exactement. Maintenant, moi, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je ne connais pas les contextes importants. Je ne connais pas les contextes, je le dis, mais peut-être que dans votre université, vous pourrez créer un petit atelier où vous allez vous voir pendant 3 semaines, enfin 2 heures toutes les semaines pendant 3 semaines, et essayer de mettre au point 10 éléments qui permettent de relire nos évaluations. Allez les profs, travaillez un petit peu, cherchez sur l'IA. Allez-y, demandez la question à l'IA. Essayez de voir comment cette réponse peut vous interpeller ou vous donner des pistes pour votre problème à vous. Tu vois, donc, il ne faut pas penser que le pédagogue va répondre à toutes vos questions. Ce serait contraire à ce qu'il dit. Il dit, essayez de trouver les réponses, critiquez-les entre vous, travaillez en groupe et regardez comment ça marche. Quoi. Bon, on peut se servir de ça comme conclusion. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah? Oui. T'as rien à rajouter? Parce que là, on a dépassé l'heure, hein, Marcel. Hein. Oui, je savais qu'on allait dépasser l'heure, mais c'est pas grave. C'est jeudi, hein, donc on brade un peu là. Ouais. Alors, juste, Christophe, il a partagé en fait sur la conversation là pas mal de liens. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur tout ce qu'il a partagé. Faudrait les remettre dans une fiche ou. Oui. De toute façon, je ferai une synthèse. Moi, dans la communauté, moi j'anime la communauté IA4Sup. On va faire une page de synthèse et on mettra tous les éléments qui sont là-dedans. Pendant qu'on a parlé, on a fait tourner une IA qui a enregistré tout ce qu'on a dit et elle va nous faire une synthèse. Et on verra avec Marcel si ça correspond à ce qu'on a dit. Si oui, on la mettra. Sinon, on l'amendera. Voilà. Et si l'IA est très critique, je suis le bec dans l'eau. Hein. Ouais.
Bien, là, ça fait 1 heure et demie, hein, bientôt, voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je te remercie, Marcel, Christophe, pour ces échanges. Et je tiens à remercier aussi nos amis marocains qui ont organisé ce webinaire avec nous. Abdelali Rojdi, Hiba de l'université Qadi Ayed de Marrakech et Mohamed Gouskir et Ebtissam de l'INSA, l'École nationale des sciences appliquées Bni Mellel. Voilà. Donc, Christophe, je te donne, et Marcel, je vous donne la parole pour la fin de ce webinaire. Eh ben, merci Marcel, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tout à fait, Christophe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une petite causerie. Petite. Oui, mais bon. Mais c'est à l'auteur des enjeux d'aujourd'hui à l'université. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Et si vous voulez poser des questions au fil de l'eau, on va faire une discussion. Je vais ouvrir la discussion à ceux qui sont encore patients, qui sont restés. Alors, hop. Eh ben, merci à tous. À la prochaine. Oui, tu pourras partager mon petit diapo. Il y a quelques références si ça intéresse les participants.